Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Télé ECJS, sur l'émission Une question d'éthique, sur la seule chaîne de télé-réalité, de vraie télé-réalité, sans langue de bois. Nous voici aujourd'hui en route pour le centre d'addictologie du docteur Brobeck, auquel nous allons poser certaines questions. Le centre de Marienbrunn, dans cette jolie région de l'Alsace. Docteur Brobeck, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes médecin addictologue. Alors j'ai 3 questions à vous poser. La première question, un médecin addictologue, c'est quoi? Ensuite, quel type de patient êtes-vous amené à rencontrer? Et enfin, comment travaillez-vous? Est-ce que vous travaillez seul? Est-ce que vous travaillez en équipe? Waouh, beaucoup de questions, hein. Ah, je suis désolé. Commençons par le début. D'accord. Alors, un médecin addictologue, c'est quoi? On va peut-être d'abord dire qu'est-ce que c'est l'addictologie. L'addictologie, c'est une discipline de la médecine qui rend les médecins humbles. Humbles dans le sens qu'ils se rendent compte que voilà, ils n'ont pas un pouvoir magique et que même s'ils aimeraient avec leur équipe soigner des malades qui vont vers la mort, hein, pour beaucoup d'entre eux, eh bien, non, ça marche pas et c'est des gens qui vont mourir. Donc voilà, ça nous rend souvent très humbles, l'addictologie. Alors l'addictologie, c'est une thérapie, une branche de la médecine qui s'intéresse aux addictions. Et l'addiction, c'est pas aussi simple que de prescrire des antibiotiques quand on a mal aux dents. Parce que voilà, quand quelqu'un a mal aux dents, on lui donne un antibiotique. Si vous avez fait le bon diagnostic et si vous n'êtes pas trompé, ben voilà, en 9 fois sur 10, même 99 fois sur 100, vous guérissez le problème, on n'en parle plus. Parfois, on peut se tromper, alors c'est qu'on a fait un mauvais diagnostic, ou alors on va voir un spécialiste, ou on va faire des examens complémentaires, et là, encore une fois, on va trouver une solution. Alors qu'en addictologie, c'est beaucoup plus compliqué, dans le sens que l'addiction d'une personne, et c'est pas quelque chose qu'on peut résoudre avec un comprimé, simplement, l'addiction d'une personne est dite principalement fondée sur 3 points. Donc il y a un côté social. La personne vous dit, moi je consomme parce que je suis avec des potes, on s'amuse, on fait la fête, je me murge, c'est rigolo, voilà. D'autres personnes vont vous dire, je prends un produit parce que je suis pas bien, je suis très mal, je veux plus rien penser je veux rien penser, je veux plus rien penser. Quand je suis déprimé, je bois. Quand j'ai pris ma dose, je m'en fous de tout, voilà. Et puis il y a aussi un côté physique. Ça, c'est ce que nous, médecins, nous sommes appelés à soigner en premier lieu. C'est le côté, voilà, les répercussions terribles de consommation, que ce soit d'alcool, de cannabis, de tabac. Et bien, derrière, on essaie de soigner les dégâts causés par ces substances. Et je dirais, mais il ne faut pas trop le dire parce que c'est politiquement pas très correct, il y a une 4e dimension qui est un peu niée dans la structure actuelle, c'est la dimension spirituelle. L'addiction a une dimension spirituelle qui est assez claire, mais chut, il ne faut pas le dire, voilà, donc je ne l'ai pas dit. Mais donc pour en revenir à ça, l'addiction est donc composée donc de la personnalité dans toute sa complexité, et donc c'est aussi une maladie difficile à soigner, parfois avec peu d'aide du patient. Et la première chose qu'on découvre quand on est addictologue, c'est que si le patient n'a pas un minimum de volonté pour se soigner, au moins de dire aidez-moi, je suis au fond du trou, alors en général, tous les efforts, que ce soit des médecins, des psychothérapeutes, des assistantes sociales, des infirmières, seront vains. Alors qu'est-ce qu'on va rencontrer comme patients? Les patients, on en rencontre énormément, de toutes les sortes. Je dirais quand même que 80% des gens qui fréquentent ce centre sont des gens qui vont avoir eu des consommations de produits, que ce soit donc de l'alcool, du cannabis, de l'héroïne et d'autres choses, à forte dose ou de façon répétée dans l'adolescence. Puisqu'on sait que l'adolescence, c'est la fabrique à addiction. C'est là où vont se décider votre avenir addictologique. Il est assez rare de voir des gens arriver à 40 ans et devenir alcooliques alors qu'ils n'ont jamais consommé avant. Ça existe, il y en a quelques-uns, mais c'est un tout petit pourcentage, et c'est alors lié généralement à des fracas de la vie, avec des grandes ruptures familiales, sociales, professionnelles. Mais en général, l'immense majorité des gens qui viennent ici sont des gens qui ont eu un abus, ce qu'on appelle des abus de substances
à l'adolescence qui va ensuite se dégénérer en phénomène de dépendance, dépendance qui va, si elle n'est pas soignée, souvent les amener à la mort, hein, il faut le dire clairement. Donc l'addiction, c'est toute forme de dépendance malsaine, alors ça peut être très large comme éventail. Alors, de toute façon, dépendance ne peut être que malsaine, puisque une dépendance, c'est quelque chose où vous avez perdu le contrôle. À mon avis, si vous avez perdu le contrôle, c'est malsain. C'est déjà un pléonasme de dire malsain, hein. Toutes les dépendances, alors on a des gens ici qui ont des dépendances autres que aux produits. On a des gens à dépendance à la pornographie, on a des gens qui sont dépendants aux jeux pathologiques, hein. Ils perdent de l'argent, même l'argent de leurs femmes, de leurs voisins, etc. On a des gens qui ont des dépendances à Internet maintenant, et des gens qui ont une dépendance aux jeux, aux achats compulsifs. Alors ce genre de patients, vous les retrouvez ici? On les retrouve ici, mais on s'occupe en fait relativement peu de leur pathologie liée à ces dépendances sans produit. En général, ce sont des pathologies intriquées et souvent la dépendance vient avec d'autres produits. On est souvent polyaddict. Et donc, on va essayer de soigner au plus pressé, hein. Quand quelqu'un est alcoolique et en même temps il est dépendant au PMU, on va d'abord essayer de soigner l'alcoolisme et ensuite de l'aider à contrôler son utilisation de sa PMU. Alors, pour en revenir aux patients, on a toutes sortes de patients. La moyenne d'âge des gens ici, c'est de 40 ans, mais j'ai des gens de 19, 20 ans parfois qui viennent, c'est pas les plus fréquents. J'ai aussi parfois des personnes âgées, mais j'en ai peu. Pourquoi? Parce que les addicts, en général, ben, ils meurent plus jeunes. Une dépendance à l'alcool vous fait perdre entre 20 et 25 ans de votre vie. Une dépendance au tabac, 18 ans de votre vie. La dépendance à l'héroïne, c'est pas chiffrable, mais aussi et ça a un impact énorme sur l'espérance de vie des gens, hein. La dépendance est une maladie gravissime qui est souvent mal connue par le grand public et qui est souvent un petit peu banalisée en disant bah oui, il boit trop, il fume. En fait, la dépendance au tabac est une vraie dépendance qui amène aussi à des dégâts énormes. Sachez quand même qu'il y a quand même pratiquement 70 000 personnes qui meurent chaque année liées au tabac et qui pourraient peut-être encore vivre 10, 15, 20 ans de vie tranquille, de vie de grand-père normal et de s'occuper de leurs petits-enfants alors qu'ils vont mourir avant. De combien de places disposez-vous ici dans votre centre? Alors nous disposons de 70 lits qui sont remplis à peu près à 80%. On a des moments où on est totalement rempli. Et puis il y a des moments où, surtout pendant les fêtes de fin d'année, où les gens viennent moins parce qu'ils ont plutôt envie de, justement pour des raisons sociétales, de rester chez eux ou de privilégier les moments festifs. Est-ce sous la forme d'un hôpital classique ou bien est-ce que ce sont des appartements? Est-ce qu'il y a une forme de semi-autonomie, quelque Non, chose de... non, notre structure ici est assez une vie de communautaire, vie communautaire, où il y a des dortoirs, un dortoir pour les hommes, des dortoirs pour les femmes. Officiellement, les dames n'ont pas le droit d'aller chez les hommes et vice-versa. Il y a un réfectoire où on mange à des heures précises et il y a des ateliers, ateliers ferronnerie, ateliers menuiserie, ateliers espace vert, ateliers peinture, ateliers soie, ateliers cuisine d'ailleurs, voilà, différents types d'ateliers où les personnes peuvent s'inscrire et sont invités, en fait même fortement poussés, à participer à raison de 6 heures par jour. Et on se rend compte que dans l'addiction, une des premières choses qu'il faut faire, c'est non seulement soigner l'addiction, mais aussi redonner un sens à la vie des gens. Parce que si vous leur donnez pas de sens à la vie, si ils ont aucun espoir dehors, ben leur seul espoir c'est le produit. Donc ils vont éventuellement et immédiatement le reprendre dès qu'ils seront dehors. Donc on va essayer de leur redonner envie de refaire quelque chose de leur vie, peut-être de rebondir professionnellement, peut-être de s'installer ou de s'investir dans le milieu associatif. Il est très important, non pas seulement d'avoir une approche uniquement médicale dans l'addiction, mais d'avoir une approche, j'allais dire, sociale, avec une assistante sociale, avec un suivi à long terme, avec un boulot, un toit, hein. Si vous ne donnez pas de toit à quelqu'un, c'est clair que pour oublier qu'il n'a pas de toit, il va vite prendre le produit le plus vite possible, qui s'appellera une vodka à 6,75 € et comme ça, il oubliera qu'il n'a pas de toit. Voilà. Alors donc le défi est énorme, il y a de gros enjeux. Vous nous expliquez que c'est quelque chose qui rend humble. Alors vous n'êtes pas seul, très certainement, vous travaillez en équipe. Combien êtes-vous en personnel ici et quel type de personnel, c'est-à-dire quel type de compétences sont ici réunies pour aider les gens à s'en sortir? Alors ici, nous avons, donc je vous l'ai dit, on a environ 70 places, on a 42 employés. Donc il y a de tout, il y a dans l'hôtellerie, donc il y a 2 cuisiniers, il y a du personnel de service pour la cuisine, pour les services à table, du personnel de lingerie, du personnel pour le ménage, il y a 2 psychologues, il y a une assistante sociale, il y a 6 infirmières, il y a donc 3 médecins, un psychiatre, moi en tant qu'addictologue, un psychiatre à temps partiel, et une autre collègue à moi qui est addictologue et qui vient à temps partiel aussi ici. Nous avons une kinésithérapeute qui fait beaucoup de bien ici
aussi qui aident ces gens surtout à reprendre conscience de leur corps. Nous avons des moniteurs, hein, moniteurs espace vert, des moniteurs ferronnerie, menuiserie, des monitrices aussi qui s'occupent des dames, qui les aident à reprendre plaisir, à refaire de la peinture. J'oublie de dire que par exemple 80% des femmes qui viennent chez nous finissent par raconter des blessures, souvent des violences physiques, voire sexuelles dans l'enfance ou dans l'adolescence. Et on voit qu'en particulier chez les femmes, ces violences sont parfois extrêmement bloquantes et conduisent à la consommation de produits plus tard. Et donc il est très important qu'elles aient des monitrices avec lesquelles elles vont pouvoir parler, s'épancher, raconter, parce que garder ces choses, c'est comme des bombes dans leur cœur, hein, qui jour ou l'autre éclatent, hein. Alors, en tant qu'addictologue, vous êtes sur une partie plutôt physiologique et médicale, en lien avec le psychiatre. Est-ce que les choses se partagent comme ça, ou est-ce que enfin, les champs ne sont peut-être pas si étanches ou cloisonnés enfin... Bah, les gens ne sont pas étanches puisque les gens sont un tout. Donc chez le psychiatre, ils vont parler de problèmes psychiatriques, mais ils m'en parlent aussi à moi. Et j'essaye dans la mesure du possible de ne pas trop marcher sur les plates-bandes de mon confrère. Et je leur dis, bah, écoutez, pour l'antidépresseur, vous attendrez la fin de la semaine, vous le reverrez, vous rediscuterez, mais peut-être que c'est une bonne idée, etc. Et puis lui, il fait pareil. Et quand ils ont un gros problème d'intestin ou un problème de foie, un problème de cirrhose, eh ben, il leur dit, vous reverrez le médecin addictologue, etc. Mais enfin... bien sûr, on est amené à prescrire dans l'ensemble de ces domaines. Mhm. Docteur Brobeck, je vous remercie. On se retrouve bientôt pour approfondir un peu des questions qui seront aux enjeux médicaux et sociétaux. À tout à l'heure. Merci. Nous voici maintenant dans le petit village alsacien de Lopsane, situé dans le Bas-Rhin, qui, comme son nom l'indique, correspond à l'Alsace du Nord. Nous sommes maintenant sur le lieu de résidence du docteur Brobeck, le médecin addictologue que nous venons de rencontrer, et nous allons lui poser des questions pas banales sur un sujet plutôt banal, à savoir sur la cam, sur la kiff, la bœuf, le hash, enfin bref, le cannabis. Nous allons lui demander donc des choses sur ce qu'il en pense au niveau donc, de ce produit, sur son incidence au niveau médical, évidemment, donc au niveau physiologique, au niveau psychologique, si la consommation de ce produit est banale. Éventuellement, nous lui poserons même bien sûr la question donc, de la pertinence de la légalisation de ce produit, et ce qui permettra au docteur Brobeck de donner son avis à un niveau juridique et politique aussi éventuellement. Il pourra nous parler de tout ça. Mais je vous propose de venir tout de suite. Tu viens le chat? On va écouter papa. Ah, j'oubliais. Avant de rentrer chez le docteur quand même, quelques chiffres qui peuvent nous éclairer sur la question. Un sondage BFM Télé, et là c'est tout à fait sérieux, et en lien avec l'Express de décembre 2012, met en évidence plusieurs choses. À savoir que la première consommation donc, de cannabis chez les adolescents de 15 à 16 ans est passée de 23% en 1997 à 39% en 2011. 13,4 millions de Français disent avoir déjà fumé, alors qu'en 2005, donc il n'y a pas si longtemps, 1 million seulement donc, disait avoir fumé. Donc le sujet, on le voit, donc, se banalise. Un petit pétard, c'est pas si grave. Seulement, malgré tout, donc, un certain nombre de spécialistes dans l'article que je viens de citer d'Express de décembre 2012 tirent la sonnette d'alarme. Donc des spécialistes, à savoir, il s'agit de personnes comme Marcel Ruffo, par exemple, qui est pédopsychiatre. Il s'agit aussi donc de psychiatres comme Philippe Jamet ou Marie-Rose Moreau. Il s'agit aussi de psychiatres et d'addictologues comme le professeur Michel Lejoyeux, le docteur William Lovenstein, et enfin une épidémiologiste, Marie Choquet, alerte sur la question. Allons voir donc le docteur Brobeck ce qu'il en pense de tout ça. Voilà, les chiffres que j'ai cités sont du baromètre INPES, l'Institut national de la prévention et de la santé, de 2010. Et ces chiffres donc, sont assez éloquents. Voilà. Nous sommes chez le docteur qui est en train donc, de préparer un PowerPoint. Bonjour. Bonjour, docteur Brobeck. Voilà, alors on voit hein, que par rapport à la question donc, du cannabis, les poètes, les artistes, les chanteurs en ont fait l'éloge ou l'apologie. On peut voir donc de Baudelaire à Dumas, de Delacroix ou Nerval, Gainsbourg aussi, ou groupe de rock folk Matmata.
qui en a fait l'apologie, en passant par Lio qui tire sur le pétard sur scène et le partage généreusement donc, avec les spectateurs. On peut aussi évoquer donc, le collectif de l'appel du 18 juin, JOINT, qui depuis 1976 milite pour la légalisation du cannabis. Plusieurs grands noms sont signataires, Isabelle Huppert, Bernard Kouchner, Edgar Morin, Carl Zéro, Olivier Besancenot, ça c'est en 2006. Alors, docteur, un petit joint de temps en temps, est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que le joint est une drogue récréative ou est-ce qu'à l'inverse c'est un fléau? Alors, il faut parler, quand on parle du cannabis, disons tout de suite qu'il n'y a pas de drogue douce, de drogue douce, de drogue moins dure, de drogue... Il y a des drogues légales, il y a des drogues pas légales, pour des raisons sociologiques, dont on débat, on ne va pas débattre aujourd'hui. Mais en fait, toutes les drogues vont agir toutes au même niveau, au niveau du circuit du plaisir, et vont induire une augmentation du plaisir par l'augmentation du taux de dopamine à un endroit très précis, tout petit, dans le cerveau, dans ce qu'on appelle l'aire tegmentale ventrale. Donc toutes les drogues agissent là, par différents moyens, mais le résultat final est toujours là. Si le produit en question ne fait pas ça, c'est que ce n'est pas une drogue, et il ne va pas être intéressant pour l'homme. Et le cannabis ne fait pas exception, lui aussi, par un mécanisme où il stimule ce qu'on appelle des récepteurs endocannabinoïdes, va augmenter le taux de dopamine au niveau du cerveau d'une façon un petit peu différente des autres. Alors, ce qui change avec le cannabis, c'est que le nombre de personnes qui consomment du cannabis et qui deviennent dépendants est un petit peu différent, ce qu'on appelle le taux d'accroche ou le potentiel addictogène de la substance. Hein, l'héroïne ou la nicotine sont des substances extrêmement addictogènes, puisqu'on estime que des consommateurs réguliers pendant 1 ou 2 mois, environ 90% de ces gens vont devenir rapidement dépendants aux produits. L'alcool, inversement, est un produit qui est relativement peu addictogène, dans le sens qu'il y a beaucoup d'expérimentateurs d'alcool qui ne sont pas alcooliques, on est tous témoins de ça. Malheureusement, ceux qui deviennent dépendants à l'alcool, ça représente environ 8% des consommateurs en Europe occidentale, eh bien, ceux-là vont avoir une maladie gravissime, la dépendance alcoolique, dont on pourrait reparler. Alors le cannabis se situe un petit peu à mi-chemin entre les deux, puisque le cannabis, il y a environ 50% de gens qui vont en consommer de temps en temps, régulièrement, plus ou moins, vont avoir un certain nombre de répercussions, dont on pourra rediscuter, et finir par l'arrêter. Ce sont eux d'ailleurs qui vont faire la publicité du produit plus tard. Hein. Et puis par contre, plus de 50% des gens, environ 50%, vont devenir addicts au produit, vont le consommer massivement, vont en avoir de plus en plus besoin, vont avoir un phénomène de tolérance, c'est-à-dire vont avoir besoin d'en reprendre, et ils vont avoir besoin d'augmenter les doses pour avoir le même effet, vont essayer de rechercher toujours plus de résultats en essayant de trouver des produits plus dosés, ce qu'on appelle du meilleur produit, de la meilleure cam. Et bien sûr, dans ce domaine-là, ça va les amener aussi à d'autres expérimentations, à la recherche d'autres produits. Donc entre le vin et entre le cannabis, il y a quand même une disproportion par rapport à cette... Alors, il y a une disproportion au niveau de l'addictivité, dans le sens que tous ceux qui consomment du cannabis ne deviennent pas addicts, tous ceux qui consomment de l'alcool ne sont pas alcooliques, on est bien d'accord. Malheureusement, ceux qui deviennent addicts au cannabis, puisque c'est le sujet, ceux-là vont le payer très très cher, avec des répercussions sociétales, professionnelles, familiales, scolaires, et bien sûr aussi au niveau physique, très importante, sans parler de certaines pathologies psychiatriques qui semblent favoriser, ou en tout cas émerger au travers de la consommation importante de ces produits. Moi, je travaille dans un secteur, dans un centre de soins de suite et de réadaptation à l'addictologie, et j'ai énormément de patients qui consomment ou qui ont consommé du cannabis, et l'immense majorité me disent, parce qu'ils ont été dépendants, ils me disent « je n'aurais jamais dû y toucher, je n'aurais jamais dû y toucher ». Par contre, ceux qui ont pris du cannabis et qui n'ont pas été dépendants, ils font partie des 50% entre guillemets qui ont bien tiré au loto, eh bien ceux-là, ils vont vous dire mais non, pourquoi pas, faut le prendre, c'est normal, moi j'en ai pris, ça m'a rien fait, voilà. Alors, parlons 2 mots du cannabis. Le cannabis, c'est pas bénin, prendre du cannabis, même sans devenir dépendant, c'est un formidable nettoyeur de la mémoire à court terme. Donc c'est clair que si vous prenez du cannabis pendant quelques temps, en particulier si vous êtes aux études, c'est très mauvais pour vos révisions et c'est encore très 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 mauvais pour vos examens. Donc ça c'est sûr, même si effectivement au moment où vous allez arrêter d'en consommer, votre mémoire va probablement récupérer complètement, vous n'aurez pas de séquelles. Mais c'est clair que pendant la phase de consommation, même quand on n'est pas addict, le cannabis va diminuer la motivation
à travailler, la motivation à s'impliquer, que ce soit dans un travail professionnel ou scolaire, et surtout va freiner notre capacité d'élaboration, notre idéation, notre capacité à imaginer des choses, et aussi à garder en mémoire des informations qui nous sont données. Donc très clairement, le cannabis, très mauvais produit, qui fait très mauvais ménage avec les études. Par contre, une grande partie des expérimentateurs, puisqu'on a dit environ la moitié, vont arriver à l'âge adulte et vont arrêter la consommation de ce produit sans être devenus addicts. C'est eux, comme je le disais, qui vont devenir les fervents défenseurs du produit en disant mais non, ça ne fait pas du mal, etc. Mais 50%, eux, par contre, vont tomber dedans. Vont être accrochés par le produit et vont devenir dépendants avec toute une cohorte de dégâts, de recherche d'évasion, parfois de bad trip, c'est-à-dire on devient paranoïaque, hein, on parle de paranoïa cannabinique, parfois en tout cas d'amotivation, je n'ai envie de rien, je ne travaille plus du tout, difficulté des idéations, difficulté de s'impliquer dans une activité au quotidien. Et alors en général, ça fait le lit, effectivement, d'autres consommations, d'autres produits, puisque la situation sociale et professionnelle de ces gens se dégrade. Et du coup, pour oublier encore mieux cette structure, cette situation difficile, puisqu'en plus le cannabis, il y a un phénomène de tolérance, donc j'ai moins d'effets, et ben je me dis, bah tiens, pourquoi pas ne prendre autre chose qui semble mieux tenir ses promesses. D'accord. Alors, vous nous avez préparé un Voilà. PowerPoint. Alors donc, le cannabis, donc les effets du cannabis, on l'a dit donc à motivation, les gens le prennent pour une relaxation, ils veulent pouvoir rigoler, c'est très social, hein, comme je l'ai expliqué, hein, il y a une dimension sociale, il y a une dimension psychique et une dimension physique dans l'addiction, en particulier au cannabis. Et en plus, bon, on voit bien les rituels d'initiation. Si vous faites partie du groupe qui fume du cannabis, si vous n'en fumez pas, c'est intolérable. On veut le prendre pour faire une évasion chimique. Il est considéré par certains comme une drogue écologique, ce qu'il n'est pas du tout. Hein. Et il est très utilisé et quasiment généralisé dans le milieu artistique et dans les soirées festives. Alors, il peut y avoir des conséquences assez lourdes, hein, vous expliquez. Est-ce qu'on peut dire qu'il peut y avoir une prédisposition des personnes Alors, il existe aujourd'hui plusieurs études qui montrent que le cannabis, s'il ne déclare pas ou n'induit pas de maladies psychiatriques graves type schizophrénie, il est quand même un formidable révélateur d'états latents, de situations psychiatriques limites chez certaines personnes qu'on appelle les borderline. Ça, aujourd'hui, on est assez convaincu que des gens qui pourraient probablement rester, s'insérer dans la société sans traitement, lors de l'expérience régulière de cannabis, vont se dégrader et vont faire apparaître une maladie qui était sous-jacente. D'autant plus qu'on sait, et ça tous les psychiatres vous le confirmeront, tous les schizophrènes qui consomment du cannabis pendant la consommation aggravent et font augmenter leurs symptômes schizophréniques. Ça c'est clair, hein, cannabis plus schizophrénie, c'est égal augmentation de la symptomatologie. Donc ici, vous avez une image qui montre des récepteurs, ce qu'on appelle les récepteurs endocannabinoïdes en rose, et vous voyez leur effet justement sur la membrane cellulaire. Comme je vous l'ai déjà expliqué, toutes les drogues ont une action sur le circuit du plaisir, et le cannabis n'y échappe pas. Alors le cannabis, quels sont les effets recherchés? On en a déjà parlé. Ça augmente l'appétit, hein, contrairement à la nicotine qui plutôt la diminue. Ça augmente le sommeil. La nicotine est plutôt un stimulant. Ralentissement de la perception visuelle, sensation d'extrême plaisir. Pas forcément toujours. On peut aussi avoir de très mauvais bad trip avec des phénomènes de paranoïa, l'impression d'être persécuté. Les gens pensent qu'ils ont une meilleure facilité d'introspection, une diminution de leur inhibition, une sensation d'intelligence, de créativité. Voilà. Ce qui n'est pas fondé alors. C'est-à-dire que pendant le moment où ils vont le prendre, ils vont avoir ce ressenti-là. Ce ressenti va être existé. De la même façon que quand on va boire de l'alcool, on va avoir un comportement différent avec les filles. On va peut-être oser dire à une jeune fille, oh tu es belle, j'ai envie de danser avec toi. Sans alcool, on n'osera pas le dire. Pareil que le cannabis, il va y avoir une désinhibition. C'est une réalité. Mais le prix à payer va être très cher. Alors, en plus, la qualité du produit, si on peut dire par rapport au cannabis, n'est pas forcément uniforme, puisque les chiffres de l'Observatoire français des toxicomanies et des drogues dit par exemple que le taux de THC dans les produits n'est pas forcément le même, il peut varier de 0,5 à 20%. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce caractère hétérogène des produits qu'on peut trouver? Alors, dans le cannabis sauvage, hein, celui qui a été utilisé de façon historique dans les contreforts de l'Himalaya, dont on retrouve des traces dans les
pyramide, c'est un cannabis qui tenait 0,5% de THC. Alors, Le THC, c'est le tétrahydrocannabinol. cannabinol, voilà, c'est la molécule active, hein. C'est ce fameux THC qui appuie sur la pédale du plaisir dans notre cerveau. Alors, s'il n'y avait pas de THC dans le cannabis, on ne serait pas addict à lui. Donc lui, il en a 0,5%. Alors bien sûr, ensuite on a sélectionné des souches, on a eu des souches qui en produisaient plus, hein. Donc on a eu des souches à 2%, 3%, 4%, il y avait de la bonne, on l'avait appelée la marocaine, etc. etc. Et maintenant, avec l'ère du génie génétique, on a pu sélectionner des souches qui tiennent 15, 20, 30%. On sait même fabriquer de l'huile extrait de graines de cannabis qui peuvent tenir jusqu'à 30% de THC. C'est des concentrations extrêmes. Et évidemment le résultat n'est pas le même. Entre un produit à 0,5% et un produit à 30%, l'impact au niveau cérébral, vous imaginez la saturation des récepteurs, hein, ce sont des milliards et des milliards de molécules qui saturent. Et là, l'impact va être différent. Il est évident qu'avec les produits, j'allais dire, hyper concentrés d'aujourd'hui, on a aussi, semble-t-il, une apparition de nouvelles pathologies psychiatriques. Alors, quand il y a un taux de THC très fort, par exemple, comment est-ce qu'il est possible de se faire ce qu'on appelle un bad trip si on a une molécule qui agit normalement sur l'instance du plaisir? Alors, le bad trip n'est pas lié à la qualité du produit. Le bad trip, il est lié à votre état interne, personnel. D'accord. En fait, on peut faire un bad trip, même que je prends un bon produit, et je suis peut-être pas bien, je suis peut-être tendu, etc. Et finalement, en fait, la stimulation que va apporter le THC va plutôt stimuler certaines zones de mon cerveau, et qui vont me donner l'impression qu'on me veut du mal, etc. Et la stimulation va en fait finalement se révéler extrêmement négative. Et est-ce qu'il y a aussi donc dans le produit qu'on trouve, parce que vous évoquez hors film le fait qu'on trouve pas seulement le THC mais aussi d'autres substances qui équilibrent par rapport à la THC, j'ai oublié le nom. Voilà, bah justement, Et on va en parler voilà, là. d'accord, très Donc on bien. va en parler là. Donc justement, alors ça c'est le fameux cannabis thérapeutique. Ça, c'est quelque chose qui avance aujourd'hui sur qui a déjà des expériences aux États-Unis. Le Colorado vient de légaliser le cannabis thérapeutique avec beaucoup de difficultés d'ailleurs, et puis ça semble être très difficile à gérer au niveau des États-Unis actuellement. Donc on voit ici la carte d'Europe avec les pays en rouge où c'est encore complètement illégal et les pays en vert où le cannabis est déjà plus ou moins légalisé ou en tout cas toléré. On voit que s'il y a du THC, hein, ici, vous voyez le THC en rouge. Vous voyez qu'il y a aussi du cannabidiol qui semble avoir un effet anti-cancer, antibactérien, antispasmodique et probablement un effet antipsychotique. Or, justement, dans les variétés de cannabis sélectionnées, on va augmenter le taux de THC et on va diminuer le taux de cannabidiol. Donc, c'est comme si dans la plante, il y avait naturellement une partie qui protégeait des effets psychotiques Le CBD? et le fameux CBD, et le THC qui, lui, au contraire, donnait un effet stimulant de ces effets psychotiques. Et puis du coup, avec nos modifications, on a augmenté le taux du rouge, on a diminué le taux du bleu, et le résultat, c'est qu'on va apparaître des pathologies chez les gens, les consommateurs. Donc on voit d'autres substances, hein, les stimulants au niveau de la croissance des os, on a des substances qui pourraient nous être utiles dans le domaine de la lutte anticancéreuse, on a des substances dans le domaine de traitement de l'anxiété, de contrôle de l'épilepsie, etc. Donc on voit que la plante cannabis est un réservoir thérapeutique potentiel. Je pense qu'il y a actuellement des dizaines de laboratoires qui travaillent sur le sujet et qui essayent de réfléchir à la façon d'utiliser et de contrôler ces médicaments, d'en faire des vrais médicaments qui sont valorisés et utilisés. Et comme tout médicament, ils auront leurs effets secondaires, un coût, et ils ne seront pas non plus bénins à prendre. Le cannabis, c'est un produit qui n'est pas bénin. Moi, je voudrais dire aujourd'hui à tous ceux qui nous écoutent, attention, le cannabis, 50% des gens vont en prendre et ont souvent un souvenir mitigé, en tout cas pas négatif, avec peut-être quelques soirées où ils ont beaucoup rigolé, mais 50% des gens qui vont le prendre vont rentrer dans autre chose, vont devenir dépendants, et la dépendance, très franchement, c'est une chaîne, c'est un lien qui vous oblige à continuer de prendre des substances, c'est une perte de liberté, et franchement, aujourd'hui, je recommande à personne de se faire perdre sa liberté par la consommation d'un produit de ce type. Alors le produit n'est pas absolument mauvais parce que vous nous l'avez expliqué là médicalement, mais dans ceux qu'on trouve sur le commerce, si on peut dire sur le marché, est-ce qu'il n'y a pas donc des produits qui deviennent justement dangereux du fait que par rapport au produit naturel initial, il y a un déséquilibre qui apparaît parce que... Mais c'est un marché illégal, Ouais. donc vous ne pouvez rien contrôler. Ouais. Vous avez des gens qui vont vendre en disant c'est un bon produit, un mauvais produit, vous ne savez pas ce que c'est. Il n'y a pas si longtemps, on a arrêté un dealer en Allemagne qui alourdissait
ces produits de coupe de cannabis en y mettant de la sciure de plomb. Et les gens attrapaient le saturnisme, une maladie rarissime qui n'existait plus depuis la déchéance de l'Empire romain. Vous imaginez bien, ils mettaient de la sciure de plomb là-dedans pour les faire plus lourds, dans ces barrettes de shit. Bon, donc c'est un produit illégal, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a dedans. Je vois des gens qui me sidèrent, hein, qui disent oui, attention, j'ai pris hier un Doliprane qui était périmé de 15 jours, et qui disent c'est horrible, c'est atroce, mais ça ne les empêche pas d'acheter au marché noir un produit totalement illégal dont ils ne savent absolument pas avec quoi ils mettent dedans. Le shit, hein, le shit vient du mot anglais shit, tout simplement parce que les premières barrettes étaient coupées avec des crottes d'âne. Hein, donc on mélangeait le vrai cannabis avec des miettes de crottes d'âne séchées, et c'était ça qu'on faisait fumer aux gens. Donc très franchement, il faut être clair, on ne contrôle rien. Si demain on va vraiment vers le cannabis thérapeutique, il ne faut pas que ce soit sous forme fumée, il faut que ce soit sous forme pharmaceutique, contrôlée, avec derrière une vraie volonté de soin qui permet d'être aussi vérifiée et contrôlée. Sinon, on va faire vers du n'importe quoi, et je ne propose, moi je ne suis pas du tout en faveur vers une expérience de libéralisation du cannabis thérapeutique à la façon dont a fait le Colorado, et dont il semble bien se repentir actuellement. D'accord, donc vous disiez on ne contrôle pas parce que c'est du marché noir, enfin voilà, donc sous le manteau. Mais s'il y avait politiquement une légalisation, est-ce que ça serait pas une amélioration pour le consommateur de joint, ou est-ce qu'on est de toute façon dans quelque chose, un produit qui objectivement est quand même dangereux et dont on remarque aussi qu'il y a une consommation de plus en plus précoce aussi en France, hein, auprès des jeunes? J'espère vous aurez montré que c'est un produit dangereux. Parce que si 50% des gens qui le prennent deviennent dépendants, c'est vachement dangereux. Donc sincèrement, je ne le conseille à personne. Je ne conseille à personne de tenter le diable, si j'ose m'exprimer ainsi. Par contre, on est bien d'accord aujourd'hui, le cannabis, moi je le recommande à personne non plus ni de l'utiliser, et surtout je ne recommande pas de le généraliser et de le rendre utilisable à tout le monde. La vraie question, elle est là. Est-ce que les pouvoirs publics en Europe, parce que ce problème est européen et pas que français, est-ce qu'en Europe, est-ce qu'on peut encore contrôler le phénomène de société qu'est la consommation du cannabis? Alors, il y a une tentation des politiques. C'est de dire, puisque j'arrive pas à le contrôler, plutôt que je le légalise. C'est une vraie réflexion, et c'est aussi une grosse responsabilité. Parce que légaliser un produit de ce type va favoriser encore et encourager d'autres jeunes qui probablement n'y toucheraient pas parce que c'est justement interdit. À vraiment réfléchir. Par contre, effectivement, si on légalise, on va avoir les avantages de la légalisation, qu'on va pouvoir contrôler le produit, on va améliorer la technique, on va pouvoir le surveiller, on va pouvoir plus en savoir, et on va couper l'herbe sous les pieds des trafiquants. C'est vrai, on peut discuter de cette légalisation. Mais la vraie question, est-ce que nous sommes capables de l'interdire? Oui, non. Et est-ce que le cannabis thérapeutique, cette grande idée qui est développée en ce moment, est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt, où on nous dit on va faire le cannabis thérapeutique, et puis derrière, en fait, c'est une légalisation cachée du produit, tout simplement parce que politiquement, on se rend compte qu'on est incapable de le contrôler. Franchement, et je dirais ça en conclusion, le cannabis, je le recommanderais à personne, et en particulier pas à mes enfants. Je me permets de poser une dernière question. C'est aussi par rapport donc, à des personnes qui sont toxicomanes, etc. Donc il existe, ça s'appelle des salles de shoot, etc. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution au niveau politique pour donc vous qui travaillez en centre d'addictologie, enfin pour aider les personnes à sortir de la dépendance? Est-ce que c'est pertinent? Alors, Et on terminera là-dessus. Mon opinion est personnelle, elle n'engage que moi. Les salles de shoot, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où on propose à des gens de venir dans une salle propre avec des produits qu'ils achètent dans la rue, on est bien d'accord, et où ils peuvent, dans un milieu sécurisé, avec une présence d'une infirmière qui est formée aux gestes d'urgence, s'injecter dans des conditions d'asepsie correctes, propres, avec du matériel à usage unique, s'injecter assez proprement un produit dont ils ignorent clairement l'origine et le contrôle du produit jusqu'à ce qu'il l'ait utilisé. Franchement, quand on a compris que l'addiction est une maladie en particulier, et pas que, mais en particulier, qui modifie quelque chose dans le cerveau, on sait que les toxicomanes ont quelque chose qui va faire partie d'eux pendant très longtemps, pendant une très longue période de leur vie. Donc, Dont on peut possiblement pas guérir ou... dont on espère peut-être un jour les guérir. Ouais. Mais en tout cas, ça va durer des années et des années. D'accord. Quand on voit ceux à qui on propose la méthadone, on va avoir aujourd'hui des gens qui vont être à la retraite dans des maisons de retraite avec de la méthadone. C'est inimaginable, mais ça va arriver. Donc très, très bientôt. Donc clairement, je pense que plutôt que de les laisser s'injecter des saletés dans la rue avec des petites cuillères dans lesquelles il y avait n'importe quoi avant, je préfère à la limite qu'ils le fassent proprement dans un endroit où on leur donne, etc. La question subsidiaire à tout ça, et qui sous-tend tout ça, c'est ce que font par exemple actuellement certaines équipes en Espagne. C'est de dire, en plus de leur donner
du matériel propre, dans un environnement propre, sécurisé avec du personnel médical, c'est leur donner le produit propre. Donc de l'héroïne ou de la buprenorphine injectable. C'est encore un pas supplémentaire. Et pourquoi pas? On pourrait y réfléchir. Parce que si c'est pour acheter la paix sociale, pour des gens qui de toute façon sont accrochés, qui de toute façon sont attachés, il faut bien comprendre que l'héroïne, c'est une chaîne en titane qui vous attache à un radiateur. Voilà. Donc on n'est pas capable de leur scier la chaîne. Alors tant qu'à faire, autant leur donner le produit pour qu'ils ne cassent pas les distributeurs de 100 euros et qu'ils ne braquent pas les banques ou qu'ils ne fassent pas des petits casses pour essayer de trouver leur dose du jour. C'est une réflexion politique sur laquelle on peut s'interroger. C'est un vrai sujet de philosophie. Qu'est-ce que ça veut dire rester perché? C'est un mot du langage voilà, un peu vernaculaire, hein, qui dit quoi? Qui dit que quelqu'un prend un produit, ce produit va modifier son état de conscience. Le cannabis peut en être responsable, mais d'autres substances psychoactives peuvent être responsables. Et du coup, ils vont rester perchés dans un état anormalement, ce qu'on appelle les états dissociés, c'est-à-dire qu'il y a une dissociation dans l'esprit de ces personnes, donc des états qui rapprochent d'une certaine façon de la schizophrénie en fait. Hein. Et rester perché, c'est très grave, parce que ça veut dire que quelque part on va rester dans un état schizophrénique après que le produit lui-même soit parti du corps. Donc c'est très angoissant, parce que ça peut durer parfois des mois, des années, et ça peut être parfois, et c'est très malheureux, le mécanisme d'entrer dans une maladie catastrophique, gravissime, que nous ne savons pas guérir, qui s'appelle la maladie psychiatrique, en particulier la schizophrénie. Par rapport à cette maladie qu'est la schizophrénie, il peut y avoir des personnes qui peuvent être plus ou moins sensibles, un petit peu comme vous expliquez cette image donc, de la dalle de béton. Si vous pouviez reprendre cette métaphore pour dire que certains pourraient développer la maladie, d'autres pas forcément. Voilà. Alors en fait, en matière de cette maladie, de ces maladies, en particulier la schizophrénie, le cannabis, on a depuis longtemps des suspicions par rapport à lui. Alors il y a eu des gens qui ont pensé qu'il était clairement à l'origine de la naissance de ces maladies, d'autres pensent plutôt qu'on parle de fragilité, c'est-à-dire de sensibilité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont toute leur vie avoir une sensibilité à la schizophrénie, mais vont probablement jamais la manifester de façon clinique, de façon mesurable. Alors cette fragilité, on peut peut-être tous l'avoir. Alors cette fragilité, elle est probablement d'origine familiale, mais aussi probablement d'origine congénitale et génétique. Et puis, le cannabis, on le sait, est un produit qui va dissocier pendant une période donnée notre esprit. Certes, d'autres substances peuvent aussi favoriser ce genre de phénomène. Et après, voilà, la reconnexion au niveau cérébral de tous ces câblages que l'on va faire exploser pendant le temps de la prise du produit, la reconnexion ne se fait pas toujours bien. Et parfois, il y a des séquelles définitives. Alors, on peut discuter longuement de savoir est-ce que le cannabis est vraiment à l'origine de maladies type schizophrénie ou est-ce qu'il ne fait que les révéler. Ce qui est sûr, c'est clairement défini aujourd'hui, c'est que tous les schizophréniques qui consomment, et il y en a quand même pas mal, tous les schizophréniques qui consomment aggravent leur schizophrénie pendant la consommation. Donc on sait clairement que le produit est un aggraveur de cette maladie psychiatrique. D'autres produits, autres que le cannabis, peuvent provoquer ce genre de maladie. Oui, en particulier tous les produits qui provoquent des états dissociatifs aigus, c'est-à-dire surtout le LSD et ses apparentés. On en a aujourd'hui toute une pléthore qu'on trouve dans les milieux festifs, et les amphétamines. D'accord. Vous me disiez aussi, donc une fois que quelqu'un a développé un état comme celui-ci, donc schizophrénique, enfin, qu'il est perché, enfin, donc on peut quand même soigner et essayer de guérir. Est-ce qu'on peut revenir à un état initial? Est-ce qu'on peut complètement envisager le fait que la cure permettrait donc d'éliminer ça? Est-ce qu'on peut vraiment se défaire complètement d'addiction? Vous voulez dire, est-ce qu'on peut parler de guérison? Voilà. Alors, en matière de maladies psychiatriques, les psychiatres sont souvent très pessimistes. Hein. Ils disent pas de guérison des maladies psychiatriques installées. Alors on a vu ce qu'on appelle des bouffées délirantes aiguës, les BDA. Ça existe, donc c'est des gens qui vont, pendant une période donnée, parfois assez courte, en général moins de 6 mois, vont avoir des crises comme ça, dissociatifs, et tout rentre dans l'ordre après, et puis ils vont peut-être vivre très longtemps sans avoir aucun problème. Là aussi, on peut se poser, est-ce que c'est une fragilité qui, à un moment donné, selon certaines circonstances, avec certaines substances, a émergé dans la phase où on peut la voir, et puis ensuite elle a de nouveau replongé. On dit qu'en général, au-delà de 6 mois, si les symptômes persistent plus de 6 mois, on dit qu'en général la maladie est fixée, et les psychiatres ne parlent pas de guérison dans ce domaine-là. On peut jamais... Alors, on a deux choses là. Là, on parle de psychiatrie, D'accord. et de maladies psychiatriques associées à certaines consommations. Alors, en matière d'addiction, il faut dire clairement, quand on a été addict à un produit, ce produit a dérégulé notre système de plaisir. On a déjà parlé un petit peu de circuit du plaisir. Le circuit du plaisir, on peut en dire deux mots, c'est quelque chose de très important.
il est à la base de notre fonctionnement humain. Le circuit du plaisir, il nous donne des informations sur ce qui nous est nécessaire. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de manger à midi, je rentre ce soir, j'ai envie de manger, j'ai très faim. Ma femme me prépare juste des patates bouillies à l'eau avec une petite omelette. Je vais manger ces patates bouillies et cette omelette et je vais avoir beaucoup de plaisir parce que je vais me dire qu'est-ce qu'elle est bonne cette omelette et ces patates bouillies. Parce que mon corps me dit il faut que tu remplisses les réserves, tu as besoin de glucose, tu as besoin d'énergie pour refaire des batteries. Par contre, si à 8h30, alors que j'ai déjà bien mangé, le téléphone sonne et on me dit mais il faut que tu viennes, il y a une soirée chez Tante Agathe pour son anniversaire, j'ai déjà mangé et là on va m'inviter à une soirée que j'ai totalement oubliée, je vais y aller pour des raisons sociales, et je vais être obligé de me forcer pour des raisons sociales à manger. Et là, c'est l'inverse, c'est le circuit du déplaisir qui va me dire arrête de manger du foie gras, arrête de manger du veau au sauce Orloff, par exemple, parce que simplement, cette nourriture étant trop pour moi. Mon estomac dit qu'il envoie des signaux à mon cerveau pour dire qu'il est déjà dilaté, le taux de glucose est arrivé à son maximum, et j'ai toute une série de signaux qui disent ne touche plus à la nourriture jusqu'à temps que tu en auras de nouveau besoin. Mais je vais quand même en manger, mais pour des raisons sociales, pour faire plaisir à Tante Agathe. Et donc on voit que ce circuit du plaisir et du déplaisir, qui sont à deux endroits séparés, sont des pédales d'accélérateur et de frein qui pilotent notre vie de tous les jours. Quand il fait froid dehors, on a du plaisir à entrer dans le chaud, et inversement. Quand on a soif, on a envie de boire, voilà, et inversement. Bon, le circuit du plaisir, il est parasité par les produits psychoactifs, et sinon il ne serait pas addictogène, et il nous donne un plaisir à un moment donné. Et quand on devient addict, c'est qu'on a cassé quelque chose dans la régulation de ce système du plaisir. Le circuit fonctionne toujours, mais la boucle de rétroaction, la boucle de contrôle, il y en a plusieurs, ces boucles explosent. Et ça, de plus en plus de spécialistes de neurobiologie disent que c'est probablement très long à guérir, probablement des dizaines d'années, peut-être même jamais. Peut-être Ce irréversible. qui veut dire que quand on est addict, on ne peut pas devenir non addict. On peut au mieux devenir un ex-addict. On ne peut pas devenir un non-fumeur si on a été addict à la nicotine. On reste toute sa vie un ex-fumeur. Ça veut dire un ex-fumeur, c'est quoi? Moi, je suis non-fumeur. Demain, vous me mettez un fusil sur la tête en me disant Docteur Brobeck, vous devez fumer une cigarette. Je vais fumer une cigarette, je vais vous dire ok, je ne veux pas mourir, donc je vais fumer une cigarette. J'en fume peut-être deux, je vais dire ok, c'est bon, vous êtes content. Et tout, ça va s'arrêter pour moi. Je vais en plus associer le souvenir de la mise de la carabine sur ma tête. Donc, je ne vais plus jamais retoucher à cette cigarette. Si je suis un ex-addict, même si vous me faites ça, je vais fumer 2 cigarettes, il est très probable que je reconsommerai la même quantité de tabac avant mon sevrage tabac dans les quelques jours qui vont suivre. Parce que dans mon cerveau, quelque chose va se souvenir de ça, la boucle de régulation de plaisir n'est toujours pas en place, et elle va me redemander avec une force extrême de reacheter les cigarettes, alors que je sais tout, qu'il ne faut pas que j'en fume, que c'est très mauvais, que c'est tueur, etc. D'accord. Aussi, donc, par rapport à cette question du plaisir, parce qu'il y a quand même le mythe du sex and drugs qu'on peut prendre ensemble comme un démultiplicateur du plaisir. Donc, d'après ce que vous nous expliquez, le circuit du plaisir est affecté. Alors, sur le coup, il y a certainement donc, un effet d'amplification, mais après, donc, il y a de la casse, quoi. Alors, Donc, oui, ce qu'on peut conjuguer, alors par exemple la drogue et le sexe, la drogue, la réflexion, la drogue, alors la sensation. l'exemple typique de cette association sexe et drogue, c'est les soirées qu'on appelle les soirées blanc-bleu. C'est-à-dire blanc, c'est la cocaïne, qui est un produit psychoactif puissant qui vous transforme pendant une période assez courte en Superman et qui vous fait croire, c'est pas quelque chose qui vous donne des compétences sexuelles, mais qui vous fait surtout croire que vous les avez. Vous vous sentez Superman avec la cocaïne. Vous vous sentez capable de tout. Et du coup, vous osez et vous le faites. Et donc blanc et le bleu, c'est la couleur du Viagra. Donc les gens prennent du Viagra avec de la cocaïne et ils ont effectivement des résultats sexuels dans un premier temps qui peuvent être beaucoup mieux que d'habitude. La vérité, c'est que la cocaïne est un produit qui augmente fortement la tension artérielle. Le Viagra, lui, est un constricteur des vaisseaux. Et je ne vous raconte pas les dégâts et les morts qu'on a avec ces fameuses soirées blanc-bleu. C'est des catastrophes. L'ensemble des produits psychoactifs ont plutôt un effet négatif sur la sexualité, puisque très vite le produit lui-même va avoir un effet réducteur de l'envie d'avoir de la sexualité, puisque le produit va devenir le centre de la vie des personnes. Donc l'alcool, l'héroïne, le cannabis, ça va devenir plus important que le sexe. De toute façon, la récompense, de plaisir est tellement plus importante avec le produit qu'avec le sexe. Donc finalement, les personnes toxicomanes vont faire du sexe pour des raisons sociétales ou malheureusement souvent pour gagner de l'argent pour acheter le produit. D'accord, donc en fait il y a une baisse de la libido. Clairement, ça part tous les en- produits psychoactifs, au bout d'un moment, sont des dépresseurs de la relation sexuelle. C'est pas un bon plan sur le long terme.
Voilà, notre émission se termine. Chers auditeurs, merci pour votre attention. En espérant que cette émission vous aidera à avancer un petit peu dans votre réflexion sur un sujet à la fois léger et puis en même temps un peu grave aussi. Allez, ciao, à la prochaine!